Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous deux histoires, Père Castor. Père Castor, mets tes lunettes, Tout vous allez savoir avec Castor Coff sur le jeu de rôle dans les années 80, 85, 86, 87. Donc en première partie, je vais vous parler des différents jeux qui pouvaient alors y avoir sur le marché. Donc il y avait avant tout 4 éditeurs. TSR qui faisait de l'ADD. Vous aviez ensuite Oriflamme, que je vous expliquerai après. Ravensburger et Descartes qui faisait Cthulhu et d'autres jeux. Voilà, il n'y en avait que 4. Et encore, c'était des éditeurs plus ou moins prolifiques. Donc, alors, excusez-moi, c'est des photocopies, c'est des impressions. Parce que bon, dans les années 80, on a eu un gros souci. C'est qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Quand on avait 14-15 ans, on avait très peu de thunes. Donc, quand il y avait un maître du jeu, il prenait ses livres, il les amenait, il faisait jouer, il les tordait dans tous les sens et ça donnait un peu ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, moi je vais vous parler de mon expérience sur les jeux des années 80, de tous ceux que j'ai pu jouer. Bon, je vais pas encore vous ressasser sur l'appel de Cthulhu. Vous comprenez ma passion pour ce jeu. Donc on va parler d'autre chose. On va d'abord parler de tout seigneur, tout honneur, ADD. Et curieusement, voilà le magnifique manuel des joueurs. Curieusement, ADD, j'y ai pas joué avant 89. Pourquoi? Tout simplement parce que ADD, dans ADD, il y avait à l'époque le manuel des joueurs, le manuel des monstres, et il n'y avait pas les royaumes oubliés. Il n'y avait pas, à l'époque, chez TSR, d'environnement pour jouer. Il n'y avait que les règles, les monstres, et ensuite, démerdez-vous. Donc ce qui fait qu'en fait ADD, pourquoi il a aussi bien marché aussi, c'est parce que déjà c'était le premier, et surtout parce que du coup tous les joueurs, tous les éditeurs se sont créés des mondes, des campagnes, qui étaient assez libres. Donc du coup ça a très bien marché. Le seul souci c'est qu'en France, c'était TSR également, TSR aux États-Unis et TSR en France qui éditait. Et le problème c'est que TSR en France, il faisait pas grand chose à part des traductions. Voilà, il faisait que des traductions du manuel du joueur, du manuel du gardien, des monstres, et c'est tout. Ensuite, les scénarios, les campagnes étaient fournis tout simplement dans les magazines, dans Casus Belli, dans Chronique d'Outre-Monde, donc je vous parlerai plus tard. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous n'aviez pas véritablement d'univers clé en main à faire, en tant que joueur, vous faisiez un scénar sur une ville, un scénar dans une autre ville, il n'y avait aucun lien. Votre monde, votre province n'avait pas de lien. Parce que vous prenez un scénar d'un côté, un scénar de l'autre, vous mixiez, et donc c'était pas fameux. Il faut le dire ce qui est, avant la création par exemple des royaumes oubliés, et bien sûr, de Ravenloft, donc le fameux monde de l'épouvante, il n'y avait pas grand chose en Heroic Fantasy, je vous dire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, au niveau de la France, il y a eu Oriflamme, donc petit éditeur qui depuis a disparu, qui lui de son côté est parti sur Stormbringer. Qu'est-ce que c'est Stormbringer? C'est de l'Heroic Fantasy plus trash. C'est basé sur la saga d'Elric de Melniboné de Malcolm Moorcock. Donc, qu'est-ce que c'est dans les jeunes royaumes? Dans les jeunes royaumes où Elric de Melniboné, avec son épée démon Stormbringer, d'où le titre, se baladait en errant, c'était le prince de Melniboné, c'était le prince d'une nation qu'il avait fait lui-même détruire, une nation décadente, les Melnibonéens, qui étaient à moitié humains, à moitié démons, puisque dans le monde de Stormbringer, dans les jeunes royaumes, la magie est basée sur les démons. Les démons, et surtout, on va le dire clairement, et c'était même assumé par Oriflamme, le directeur d'Oriflamme, on était sur un univers qui sentait le sang et le sexe, tout simplement. Voilà. C'était un univers qui était beaucoup plus mature que ceux qui étaient présentés alors, comme par la suite on va voir le Seigneur des Anneaux. C'était un univers plus trash, mais qui plaisait beaucoup. Avec des épées démons, avec des armures démons. On n'avait pas de magie où on envoyait des boules de feu. Non, on faisait des pactes. On se liait à des démons, puisque dans ce monde, les démons étaient présents un peu partout dans le monde.
faut dire clairement ce qui est, c'est vous jouiez un personnage mauvais. Si vous faisiez vous vouliez pactiser avec les puissances de la loi, bon courage. Il y en avait très peu. Et soyons clairs, les puissances de la loi dans cet univers, c'était pas des puissances du bien, c'était des puissances de la loi. Donc ce qui veut dire c'était plus des petits nazillons, hein, qu'autre chose. Tandis que le chaos, puisque c'était pas le mal, c'était le chaos, c'était foutre le bordel, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait eu deux, à l'époque, il y a eu le Chant des Enfers et Démons et Magie, avec des scénarios pétés, hyper durs, mais qui permettaient un peu de voir les quatre ducs du chaos, Ariok et Malborn, je crois, je ne sais plus qui. Et ces ducs pouvaient vous faire des pactes avec vous. Hein, et vous alliez même dans une île du sorcier, qui était protégée par un énorme monstre. C'était, en fait, si vous voulez, c'était si ADD rencontrait Cthulhu en plus trash, encore. C'était très très bien. Hein. C'était très gore, très gothique. C'était gothique avant l'heure, même on pourrait dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu sur l'Heroic Fantasy? On a eu JRTM. Qu'est-ce que JRTM? C'est l'univers du Seigneur des Anneaux, possiblement jouable sur les 3 âges. Moi, il m'est arrivé de jouer un nain au second âge dans la Lorienne, en train de voir la création des anneaux. On pouvait très bien se retrouver lors de la bataille de Bilbo le Hobbit, la bataille des 5 armées, et avoir une aventure en dehors. Parce qu'on était vraiment des petits personnages, des niveaux 1, ouais, tout simplement. Là, on était sur du niveau, on travaillait avec du niveau, et on était vraiment des petits persos, c'était vraiment des niquedouilles. Mais l'intérêt, c'était qu'on pouvait faire des aventures un peu à part. On pouvait aller sur l'antre de Shelob. L'antre de Shelob, c'était l'une des créations donc araignées, des énormes araignées que vous pouviez voir dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, la mère des araignées, on dirait. Donc, on pouvait aller également dans la Moria, avant ou après la chute du royaume nain. Donc, vous voyez, c'était très vaste. Vous aviez, je ne sais pas combien de livres qui ont été créés, qui ont été écrits, pour décrire les différentes provinces donc c'est bien le jeu de rôle des Terres du Milieu, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est le jeu de rôle dans le monde de Tolkien. Donc vous pouviez très bien prendre le Silmarillion et faire votre campagne au moment du Silmarillion. Voilà, tout simplement. Le seul souci, et là le souci, tous les vieux joueurs diront, c'était des règles de merde. Des règles imbitables. Vous faisiez vous aviez 2d10, vous deviez faire de 1,01 à 99. À chaque action, hein, à chaque combat, si vous aviez tant de score, ben vous aviez telle blessure, telle autre. C'était très, très, très mortel. Hein. Et en même temps, de l'autre côté, vous pouviez faire une action énorme, mais les combats, c'était mortel aussi bien au niveau des persos qu'au niveau des joueurs. C'était long, très long. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'une version de D20 a même été pondue à un moment. Donc voilà pour l'Heroic Fantasy dans les années 80. Hein, il y en avait d'autres, on va voir d'autres. On va passer maintenant à la science-fiction avec un monument. Alors là, François Nedelec a créé Empire Galactique. C'était vraiment le premier jeu de rôle de science-fiction français. Excusez du peu. C'était vraiment on va dire le terme, c'est hard SF. Hein. C'est très, très scientifique. Vous allez voir par exemple sur les encyclopédies galactiques, c'est des grands livres, c'était aussi bien pour les passionnés du jeu de rôle que pour les passionnés de science-fiction. Vous pouviez faire n'importe quoi dedans. Vous aviez même des scénarios qui s'inspiraient aussi bien de Dune, hein, le fameux Marine, pas celle que vous croyez, mais là, en fait, une planète qui était remplie d'eau, le contraire de Dune, et où justement, il y avait des aventures qui se passaient dedans. Donc c'était créé donc pour un jeu de rôle, mais c'était aussi une création de science-fiction, fait par un auteur de science-fiction aidé. Donc dedans vous aviez les différents types de propulsion, les différents niveaux technologiques, les différentes armes que vous pouviez utiliser. Tout ça était vu sous un prisme scientifique à mort.
et c'était super. Après, vous avez eu Star Wars avec les lasers, c'était du space opéra. Là, c'est de la vraie SF. Qui était sorti donc sorti du carcan des collections J'ai lu de l'époque pour arriver ici sous forme de jeu de rôle. Voilà. Ensuite, on va passer aux jeux d'épouvante. Les jeux d'épouvante ou initiation aux jeux d'épouvante, comme on le dit là, c'était Chill à l'époque. C'était créé par Ravensburger. Ravensburger qui s'est tenté un peu sur le jeu de rôle qui est vite reparti, qui eux aussi créaient des boîtes, parce que ça en fait, vous voyez pas, mais c'est des boîtes. C'était des boîtes où on avait une présentation d'un univers d'épouvante qui pouvait aller de l'ère victorienne jusqu'à l'ère contemporaine. Et vous aviez donc différents scénarios qui étaient créés à l'époque, qui n'étaient pas super, on va dire clairement, mais qui avaient leur petit lot. Moi, franchement, je me le referais bien, quoi. Genre Tournée Mortelle, c'était enquêter sur un concert, enfin un groupe, donc là de blues, je crois bien, qui à chaque fin de concert se retrouvait avec un cadavre dans le public. Voilà, cadavre exsangue. Donc pourquoi, comment, un groupe de punk également qui avait des petits, qui avaient des petits soucis avec leur public également. Donc ça c'était vraiment pas mal. Ensuite vous aviez le village du crépuscule. Là c'était vraiment une balade dans la jungle amazonienne avec les différents mythes de l'Amérique du Sud. Alors là, c'était contemporain également. Vous aviez allé dans le marais de la Louisiane aussi de façon contemporaine. Donc c'était très ouvert si vous voulez. Vous aviez une liste de monstres sur lesquels piocher pour créer vos aventures. C'était un bon début, mais c'était pas l'appel de Cthulhu si vous voulez. Il n'y avait pas toute cette base que pouvait avoir l'appel de Cthulhu. Là, vous étiez un peu livré à vous-même, c'était du gore, c'était de l'horreur des années 80. Et du coup, quand les rééditions sont arrivées, c'était toujours dur de se le réapproprier parce que c'est comme les films des années 80, les films d'horreur des années 80, ça a un peu mal vieilli, à part Evil Dead 2, sachez-le. Enfin, on passe donc encore à une création française. Il faut dire qu'à l'époque, les traductions, il n'y en avait pas beaucoup. On était souvent sur des passionnés dans les années 80, des gens qui avaient donc découvert, souvent ADD ou autre, qui étaient allés, des étudiants ou des étudiants qui sortaient de l'école, qui étaient allés aux États-Unis et qui en revenaient avec des idées. Donc là c'était Descartes par contre qui était arrivé avec Maléfice. Maléfice, c'est le jeu de rôle qui sent le soufre. Pourquoi il sent le soufre? C'est si vous voulez jouer pendant l'époque des Brigades du Tigre, donc la belle époque, et pouvoir vous frotter à des vrais démons, à des vrais mystères, à de la vraie sorcellerie française, c'est Maléfice qu'il vous faut. C'est un mélange entre donc les Brigades du Tigre, clairement, et un côté, un côté sorcellerie campagnarde. On pouvait très bien se retrouver avec une enquête policière dans le vieux Lyon, de la belle époque, comme se retrouver sur un vieux village qui encore avait certaines traditions séculaires du Moyen-Âge, voilà ce que vous aviez. Enfin, donc, last but not least, comme on dit, Bitume. Qu'est-ce que Bitume? C'est le premier jeu de rôle qui a marché de Croc. Le premier jeu de rôle où enfin on pouvait jouer Mad Max. Tout simplement, on jouait à Mad Max. C'était de la science-fiction, donc, mais avec des gros cubes, avec des grosses motos, avec des grosses voitures. On a incarné des punks, on pouvait incarner des Amazones, des fous de vitesse. Pourquoi faire? Pour aller buter les skins qui avaient pris le pouvoir sur Versailles. Tout simplement, voilà. Mais c'était super. C'était vraiment une version française de Mad Max, où en fait la comète de Halley était passée trop près de la Terre et avait créé une vaste apocalypse. Et donc Croc, à partir de là, pensait qu'est-ce qui allait se passer. Bon, voilà, c'est Bitume, c'est français, c'est franco-français comme pouvait l'être à l'époque Métal Hurlant. Voilà. Enfin, le seul Hawkmoon, donc une nouvelle. C'est encore un Oriflamme, une nouvelle œuvre de Michael Moorcock. Hawkmoon, c'est dans l'univers du tragique millénaire. Le tragique millénaire, c'est, bon, ça vous le savez déjà, à un moment ou à un autre, la Terre va être polluée, il va y avoir des catastrophes, une apocalypse. Et là,
Ce qui se passe, c'est que la civilisation humaine revient au Moyen-Âge, à une sorte de Moyen-Âge où se mêle la science, hein, une science qu'on appellerait sorcellerie, mais c'est de la science tout simplement, et également des mutants, puisque bon, radioactivité, expériences scientifiques font que on se retrouve dans le monde d'Hawkmoon, un univers totalement, absolument baroque, mais excellent. Avec donc la première campagne L'île brisée, bon là c'est 89. Déjà on commence à voir apparaître des nouvelles idées. Donc voilà, voilà ce qu'on avait dans les années 80. Donc pas beaucoup de choix. C'est pour ça qu'on s'est basé du coup sur quoi? Sur les magazines. C'est la suite. Donc à l'époque, il y avait deux magazines, Casus Belli et Chroniques d'Outre-Monde. Casus, ça a été un monument du jeu de rôle français. Ça a été vraiment le magazine qu'il fallait lire. Après, certains diront, bon, c'était assez angélique, dans le sens où c'était vraiment pour tous les rôlistes. Ça allait de 14 ans jusqu'à 40 ans, ça marchait bien. Par rapport à Chronique d'Outre-Monde, qui était un peu plus trash. Voilà, Casus, ça passait bien. Les scénars étaient vraiment sympas. Il n'y a rien à dire, sinon que c'était vraiment bien. C'est-à-dire là, par exemple, vous aviez un spécial scénar et vous aviez 10 scénars, hein, à pouvoir travailler. En plus, vous aviez donc Croque-le-Beau, magnifique Croque-le-Beau. Vous aviez donc des critiques des différents scénarios. Donc on vous parlait des jeux d'aventure, Paranoia. On vous parlait donc d'ADD, de l'œil noir. L'œil noir, j'en ai pas parlé de l'œil noir. C'est vrai que c'était l'Heroic Fantasy, c'était sympa également. Vous aviez James Bond, donc Tulu. Voilà. Donc vous aviez différents scénarios. Alors sur le MERP, donc JRTM, donc c'était à l'époque JRTM, le Seigneur du Vent, vous aviez le scénario sur l'œil noir, le suppôt de Satan, vous aviez le scénar sur l'appel de Cthulhu, le Maître des souffrances, le magnifique scénar d'ADD à la recherche du temps perdu, et comme je vous disais donc encore, c'est que c'était des scénarios à chaque fois qui étaient un peu basés sur un lore qui était collé un peu de partout. Il n'y avait pas vraiment un monde, c'était vraiment une citadelle souvent qui était prise d'assaut, fallait l'aider. Donc voilà, par un autre exemple, c'était le Casus, là par contre le Casus 35, où là carrément, excusez du peu, la création d'un vrai monde, la élite, d'une ville régie par les 4 éléments, et qui avait tous ces quartiers étaient décrits. Il y avait des intrigues, il y avait on voyait qu'en fait c'était une ville qui fonctionnait par strates avec des terrasses. C'était la première ville, vraiment c'était une ville totale qui a été reprise ensuite pendant des années. Il y a eu encore récemment une nouvelle version et là ça tenait à une vingtaine de pages, hein. Donc avec le roi Dieu, le culte des éléments, les différentes terrasses de cette ville qui étaient construites, c'est en fait sur une plaque, juste suite à un mouvement tectonique sur une plaque avec plusieurs terrasses, une grande ville. Et voilà quoi, vous aviez Monsieur Bilal à l'époque qui nous faisait les dessins sur la élite quoi. Voilà, excusez du peu. Le Casus 42 qui était qui encore là c'était sur Maléfice également. Vous voyez à chaque fois des scénars, vous aviez au moins 3 ou 4 scénars et ça c'était tous les 2 mois, 25 francs, ce qui fait 3 euros, non un peu plus, 4 euros. Le Casus Belli 0,45 c'est l'un des premiers que j'ai acheté par moi-même parce que c'est vrai que les magazines à l'époque, ce qui se passait c'est que il y en avait un qui l'achetait, il y en avait 10 qui le lisaient. Tout simplement parce que on n'avait pas beaucoup de sous, donc s'il y avait un scénar qui était intéressant pour notre jeu, on l'achetait, ou sinon on l'achetait pas. Voilà, tout simplement. Vous aviez des inspi sur Chill par exemple, vous aviez des têtes, donc des têtes d'affiche. C'était souvent sur il y avait des jeux de société également, des jeux de figurines, le fameux Empire et Dynasty. Donjons et Dragons, voilà, vous aviez ici les petits scénars qu'il y avait, donc c'est ce que je vous disais, il n'y avait pas vraiment de monde, c'était des scénars, voilà, qui arrivaient au compte-gouttes, hein, qui n'étaient pas toujours fameux, et voilà, vous aviez donc là par contre c'était vraiment l'encart scénar, c'était sur de l'horreur, donc 8 Coins l'enfer, le premier scénar d'ADD d'horreur, mais gore,
mais très très gore. Un scénar de l'appel de Cthulhu sur victorienne, dans l'ère victorienne. Un chill. Donc, excusez du peu, vous aviez, si vous étiez un groupe de 4 ou 5 maîtres du jeu, vous aviez de quoi boire et manger pendant des mois, tout simplement. Je vous parlais aussi de Chroniques d'Outre-Monde. Donc, tout de suite, vous allez voir la différence. C'est sur la couverture. Vous allez me dire, c'est adulte. C'est un peu plus trash. Le ton était beaucoup plus trash également. C'était avec beaucoup de BD français. C'était l'esprit d'alors des années 80. On insultait les lecteurs qui râlaient. Les lecteurs étaient contents de râler. Vous aviez donc toujours une présentation au nom de Chill, de Maléfice, là, de Démons et Magie également. Donc un autre voir aussi Chroniques d'Outre-Monde, des scénars, un recueil également encore une fois de scénars. Là vous aviez pareil, et là par contre là vous avez une liste vraiment des scénars qu'il pouvait y avoir à l'époque, avec de l'ADD, c'est clair, de Lockmoon, de l'Appel de Cthulhu, du Maléfice, et après bon, Rêve de Dragon également, Rêve de Dragon qui était aussi une création française, bon j'ai pas trop parlé également, et Trauma, c'était le jeu de rôle de poutrage contemporain où ça tirait de tous les côtés, où c'était tout le temps que des coups foireux, enfin que des coups foireux dans le sens où on y allait et on défouraillait et on s'éclatait comme ça, on se défoulait, c'était un vrai défouloir avec des thèmes qui étaient des fois assez adultes, avec de la drogue, de la sexualité également. Bon, vous voyez déjà bon, la couverture, donc c'était à l'époque, on était là pour transcender les interdits, on était là pour les braver un peu ces interdits, on était là pour faire bouger un peu, et bon depuis ça s'est un peu aseptisé, voilà. Donc, juste pour conclure en vous disant, vous êtes plus de 50 maintenant à regarder d'un œil avisé mes petites vidéos, mes petites bêtises. Donc là j'ai mis mon béret de vétéran rôliste, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Archéocoff ou une Arkham Coff. J'hésite encore un peu mais je pense que ça va être de l'Archéocoff. Allez, au revoir.